Parlons-en se poursuit. Voici les titres. Coup de chaud continue donc sur l'Europe. En France, des températures jamais atteintes ont été relevées. 90% de la population est exposée à cet épisode caniculaire. La vigilance rouge est étendue à 54 départements. Au Liban, plus de 11 000 bâtiments ont été détruits et les dégâts dans le sud du pays sont estimés à plus d'1 milliard de dollars selon un rapport. C'est l'une des conséquences de la guerre menée par Israël contre le Hezbollah et psychologiquement, la population est durement marquée. Puis le Brexit, c'était il y a 10 ans, plus de 51% des Britanniques votaient alors pour une sortie du pays de l'Union européenne sur fond de revendications pour plus de souveraineté. Et alors que le Premier ministre Keir Starmer a donné sa démission hier, quel bilan tirer de cette décennie? Pour en discuter, Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni, est avec nous. Clovis Casali, grand reporter France 24, ainsi que Philippe Turle, chroniqueur international pour notre antenne. Parlons-en, c'est parti. Le Brexit a 10 ans, le 23 juin 2016, une majorité des Britanniques votait en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Ce scrutin a bouleversé la politique anglaise, ses relations avec l'Europe et sa politique internationale. Retrouvons notre correspondant à Londres, Hervé Amouric. Hervé, ce 23 juin est donc la date anniversaire des 10 ans donc, du Brexit. Mais pour quel bilan? En 7 ans, en 10 ans, il y a eu 7 premiers ministres qui se sont succédés à la tête du pays. Le dernier, Andy Burnham, devrait entrer à Downing Street à la mi-juillet pour remplacer Keir Starmer démissionnaire. C'est-à-dire un premier ministre tous les 18 mois à peu près. Cette instabilité politique a véritablement une raison plus économique et sociale, un problème économique et social lié. Depuis le Brexit, l'économie britannique s'est réduite de 8%. Les frontières, bien sûr, sont beaucoup moins poreuses, sont beaucoup plus difficiles. Les problèmes douaniers sont de plus en plus difficiles. Il y a beaucoup moins d'investissements ici. Le niveau de vie des habitants a diminué. Donc il est clair que pour les habitants, le bilan du Brexit est particulièrement difficile. Ils avaient tout à perdre dans ce Brexit et ils ont perdu. Et quel est le sentiment? Sont-ils prêts aujourd'hui à rejoindre l'UE? Il y a 10 ans, le référendum a fracturé le pays, divisé le pays dans une campagne qui fut amère, une campagne référendum. 51%, c'était moitié-moitié. Et depuis cette époque-là, les sondages répétés indiquent qu'une large majorité des Britanniques souhaiteraient se rapprocher de l'Union européenne. Alors bien entendu, chez les jeunes, il y a des marches pour rejoindre l'Union européenne. Il y a une campagne qui prend de l'essor pour rejoindre l'Union européenne le plus rapidement possible. À gauche, au sein du Parti travailliste de Keir Starmer et d'Andy Burnham, c'est 90% des membres qui souhaitent rejoindre l'Union européenne. En revanche, si une nouvelle campagne référendaire a été lancée, beaucoup de gens estiment qu'on reviendrait à une division amère du pays, à une fracture, et on est loin d'être sûr qu'une nouvelle campagne référendaire aboutirait à une décision positive pour rejoindre l'Union européenne. Si bien que même Nigel Farage, le représentant de l'extrême droite, essaie d'éviter ce sujet aujourd'hui, tant ça rappelle une division amère du pays à l'époque. Il est clair que la majorité des gens veulent un retour proche de l'Union européenne, mais sous quelle forme, personne ne le sait. Le gouvernement britannique a prévu, au mois de juillet, on ne sait pas si ça va se tenir avec le nouveau Premier ministre. En revanche, Keir Starmer avait prévu un sommet avec l'Union européenne au mois de juillet, justement, pour négocier un nouveau rapprochement. En revanche, il y a une limite. Si le Royaume-Uni ne veut pas entrer dans le marché commun, ne veut pas entrer dans l'union douanière, il y a une limite à ce que les premiers ministres britanniques, quels qu'ils soient, peuvent négocier.
Merci à vous, Hervé. Et on revient en plateau avec nos invités. La première question, elle sera pour vous, Clovis. 10 ans donc plus tard, après le Brexit, est-ce qu'il met donc finalement tout le monde d'accord, mais cette fois-ci contre lui? Clairement, ce qui est étonnant, j'étais au Royaume-Uni il y a quelques semaines pour un reportage justement pour Biais Retour, 10 ans après, 10 ans de chaos, de regrets, point d'interrogation. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez d'un côté ceux qui ont toujours été contre le Brexit, qui trouvent que c'est une aberration, que c'était se tirer une balle dans le pied, qu'il faudrait se rapprocher de l'Europe. Et de l'autre côté, vous avez les pro-Brexit qui, eux aussi, ne sont pas toujours très contents, qui considèrent qu'on ne leur a pas donné le Brexit qu'ils voulaient, un Brexit dur, un Brexit fort. À tel point que ce matin, le Daily Express, qui est un des journaux qui a fait campagne pour le Brexit, dit « Donnez-nous le vrai Brexit ». Ils considèrent qu'il faut s'éloigner davantage des règles européennes, qu'il faut davantage d'indépendance. Donc, si vous me posez la question, moi je considère qu'il y a très peu de gens qui sont désormais contents du Brexit. Il y a, selon les derniers sondages, une forte majorité de Britanniques qui considèrent que le Brexit a été une erreur. 2 tiers, donc d'après un sondage donc, du Conseil européen pour les relations internationales, 2 tiers des Britanniques estiment que la décision du Brexit finalement était une mauvaise décision. Philippe Turle, la décision du Brexit et ses conséquences, aujourd'hui encore, elles marquent durablement la population. Vous savez, à l'époque, en 2016, quand le référendum a eu lieu, il y avait des disputes entre familles, entre ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre. Et ils arrivaient à un moment où il y avait certains membres de la même famille qui ne s'adressaient plus la parole, parce qu'il y avait eu tellement de disputes sur le « il faut partir de l'Union européenne », « non, il faut rester dans l'Union européenne », qu'il y a eu un moment, une espèce de trêve où on disait « ok, on ne parle plus de Brexit, c'est plus à l'ordre du jour, on n'en parle plus », mais les cicatrices qui ont été imposées sur une certaine partie de la population britannique sont restées vives aujourd'hui et ont beaucoup de mal à cicatriser. Donc, moi, je suis très mitigé sur ma réponse sur le Brexit. Je pense qu'en gros, ça a été une erreur de partir de l'Union européenne. Un jour, j'ai rencontré Michel Barnier, qui était le négociateur chef du Brexit, avec les premiers ministres à l'époque, notamment Theresa May, Boris Johnson, même David Cameron auparavant. Et je lui ai dit, dites-moi une seule chose qui est positive par rapport au Brexit pour les Britanniques. Il m'a regardé dans les yeux en disant, non, tout est plus compliqué aujourd'hui. Et c'est ça. Je pense que les Britanniques ont voté, mais il y en a beaucoup qui pensaient que la vie allait être beaucoup plus facile, qu'on allait toujours garder le droit de voyager librement entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, qu'il n'allait pas y avoir autant de problèmes pour envoyer des colis, pour échanger de la marchandise aussi entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Eh bien, c'était une réveil, une gueule de bois assez mauvaise. Et surtout, la chose qui a fait tilt pour ceux qui étaient contre le Brexit, et pour le Brexit qui les a fâchés, c'est l'immigration. Parce que l'immigration est restée quand même extrêmement importante. Et vous voyez une augmentation du nombre de bateaux de migrants qui ont traversé la Manche depuis le Brexit, alors que beaucoup de gens qui ont voté pour le Brexit, c'est justement pour arrêter l'immigration en disant il y a trop de gens qui viennent ici illégalement, on va reprendre le contrôle de nos frontières, on va mettre fin à tout ça. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On va évoquer un peu plus tard largement le dossier migratoire qui fait partie effectivement des gros dossiers de ce Brexit. Catherine, Mathieu, vous avez dit avant qu'on commence ce plateau, 10 ans déjà pour ce Brexit. 10 ans, mais 10 ans compliqués. Oui, 10 ans compliqués. Il faut bien voir que c'était la première fois qu'un pays décidait de quitter l'Union européenne. On s'était habitué, avec la construction européenne, à avoir de nouveaux pays qui rejoignaient l'Union européenne. C'est toujours un processus qui prend du temps. Il faut que les pays se mettent aux normes, s'adaptent. Bon, donc ça, ce processus, on le connaissait bien à l'intérieur de l'Union européenne. Mais quitter l'Union européenne, pour la première fois, un pays décidait de le faire. On avait juste 2 lignes qui nous disaient, voilà, vous avez 2 ans pour quitter l'Union européenne. Et on s'est rendu compte que c'était bien plus compliqué que ça. Il a fallu négocier un accord commercial avec les Britanniques, entre les Britanniques et l'Union européenne, pour avoir de nouvelles règles pour les échanges. Ça a pris du temps. Le Brexit, en fait, n'a véritablement eu lieu qu'en 2021. Il a fallu toutes ces années pour se mettre d'accord sur un accord commercial. Et on voyait bien qu'effectivement, déjà, au Royaume-Uni, il y avait cette hésitation sur le type de Brexit qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait un Brexit dur ?
on quittait l'Union européenne, c'était le saut de la falaise, comme on l'appelait à ce moment-là, ou est-ce qu'on essayait de garder des relations, en particulier économiques, faciles avec l'Union européenne? Et c'est ce chemin-là qui a été pris par les différents gouvernements britanniques, de négocier cet accord commercial et d'essayer de garder des relations proches, tout en n'étant plus dans l'Union européenne. Donc effectivement, maintenant, c'est plus difficile, en particulier pour la mobilité des travailleurs. Bon, ça, c'était un choix des Brexiteurs, de reprendre le contrôle, comme vous l'avez mentionné juste à l'instant, Philippe. Et on voit bien aussi que depuis ce Brexit, et en particulier avec l'arrivée au pouvoir des travaillistes en 2024, il y a le souhait de se rapprocher de l'Union européenne et donc de mettre en place des accords plus simples, notamment un accord phytosanitaire qui devait être signé en principe en juillet si la réunion avait lieu, et puis de remettre en place un système Erasmus, d'échange entre les étudiants de l'Union européenne et du Royaume-Uni, une mobilité pour les jeunes travailleurs qui est demandée surtout du côté de l'Union européenne. Donc il y a énormément de sujets et de rapprochements qui sont tentés entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et moi, je vais revenir historiquement, on va faire un coup de regard dans le rétroviseur. Clovis, quand on regarde ce qui s'est passé pour donc le Brexit, on a des gens qui regrettent aujourd'hui que ça ait eu lieu. Que dire des promesses des partisans du Leave ? En fait, ce qui est compliqué quand on parle aux gens au Royaume-Uni, c'est que, comme disait Philippe, les familles sont divisées. Il y a des gens qui sont... moi, j'ai parlé par exemple avec une jeune femme qui a 31 ans, qui a son petit ami qui vit à Marseille. Elle est qualifiée. Elle a étudié dans une des meilleures facs en Angleterre, King's College London. Elle rêve de retourner vivre en Europe parce qu'elle y a vécu un moment. Elle veut retrouver son petit ami qui est là-bas. Elle peut pas. Parce que quand elle candidate pour des boulots, il y a tout le temps marqué il faut que vous ayez des papiers pour travailler ici. On ne fera pas la procédure coûteuse, longue pour vous fournir un visa. Donc, elle n'arrive pas à quitter Londres. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui se retrouvent dans des situations, Londres ou le reste du pays, qui n'arrivent pas à trouver des boulots en Europe, qui ne peuvent pas partir. Et cette femme, elle est intéressante parce que ses parents ont voté pour le Brexit. Et elle me disait... Pendant le référendum, je leur ai dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous êtes retraités, mais nous, c'est notre futur que vous allez mettre en péril. Donc voilà, concernant le rapprochement, ce que disait Catherine, c'est très intéressant parce que, en effet, le gouvernement travailliste opère un rapprochement, essaye de se rapprocher, notamment sur les normes phytosanitaires. Pourquoi ? Parce que vous avez eu beaucoup et on va peut-être en parler plus tard dans le programme, il y a beaucoup de produits, il y a eu beaucoup de problèmes pour importer, pour exporter, parce que tout simplement, au niveau des douanes, eh bien, vous aviez des produits qui se retrouvaient bloqués. Une petite anecdote, mon frère vit à Londres. Je suis allé à Noël chez lui, c'était il y a 2 Noëls. Je suis allé à Noël chez lui en famille. J'ai oublié ma paire de lunettes, des lunettes de vue, qui ne valent pas très cher. Je les ai laissées dans leur étui. Il les a envoyées par la poste pour Paris. Les lunettes ne sont jamais arrivées. J'ai reçu un message disant « Ces lunettes, en fait, sont des lunettes neuves. Elles sont bloquées à la douane. Si vous voulez les récupérer, il faut payer 100 livres. Je dis « Bah non, je vais pas payer 100 livres pour récupérer des lunettes usagées. » Voilà un des exemples des problèmes aux douanes, des gens qui savent pas ce qu'ils font, il manque des inspecteurs. C'était vraiment chaotique ces dernières années. Ça l'est toujours un petit peu moins, mais ça l'est toujours actuellement. Philippe Teur, le problème aux douanes, c'est aussi donc quelque chose qui touche clairement les Britanniques et qui fait en sorte que ça coince aussi finalement pour eux. Ça, c'était pas peut-être attendu comme effet. Moi, j'ai eu plein d'expériences, de mauvaises expériences avec des allers-retours en Grande-Bretagne. Première chose, je pense que c'est important de souligner pourquoi les Britanniques ont voté pour le Brexit. D'abord, il y avait un référendum qui était posé par David Cameron, qui était lui qui a eu l'idée de le faire. Et il voulait le faire parce qu'à l'époque, Nigel Farage, qui était le patron de UKIP, siphonnait des hommes politiques, les députés du Parti conservateur, qui allaient rejoindre Nigel Farage avec UKIP. Cameron dit « J'en ai marre de tous ces gens qui sont eurosceptiques, on va avoir un référendum pour mettre fin à tout ça. » pour que les Britanniques vont voter massivement pour rester dans l'Union européenne, ça va couper l'herbe sous les pieds de toutes ces personnes qui vont rejoindre Nigel Farage. Tout le monde lui a dit, il ne faut pas faire ce référendum parce que ce sera un référendum sur votre bilan et pas sur l'Union européenne, enfin une partie. Donc il a dit, non, je vais faire le référendum. Il a eu le référendum avec le résultat qu'on sait il y a 10 ans. À l'époque, Boris Johnson, qui était pro-européen, qui travaillait pour un journal pro-européen qui était correspondant à Bruxelles, voulait devenir Premier ministre. Il voulait absolument avoir ce cadeau suprême, mais il savait que s'il était
contre le Brexit, il allait être dans le même camp que David Cameron, donc il ne fallait pas. Donc il a changé de camp pour devenir pro-Brexit, malgré lui. Mais il n'avait aucun projet de prévu parce qu'il pensait que le référendum n'allait pas réussir. Mais il allait être le défenseur des petits gens, des gens qui étaient pénalisés par l'Union européenne, et Boris Johnson allait être le prochain candidat victorieux pour devenir Premier ministre. Quand le référendum a eu lieu en 2016, Boris Johnson et son camp qui a gagné, ils étaient complètement démunis, ils ne savaient pas du tout comment faire. On n'avait pas prévu qu'on allait gagner. Et donc, depuis, il y a une tellement de mensonges, de mauvaises informations, d'impréparation pour ce Brexit, qu'on voit là la situation aujourd'hui. Je rebondis sur ce que disait Clovis. Moi, maintenant, il me faut 2 passeports pour aller en Angleterre. C'est complètement ridicule. Je suis de nationalité britannique et française. Eh ben, si je vais en Angleterre avec mon passeport français, eh ben, on va me demander un visa pour y aller. Et si je reviens en France avec mon passeport britannique, on va me demander l'autorisation de rester plus de 3 mois. Donc, il faut que j'ai les 2 passeports. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, vous dites c'est n'importe quoi. Ce sont des mots forts. Et cette rédaction, donc la rédaction de France 24 est une rédaction internationale. Au sein de cette rédaction, nous avons des journalistes qui sont originaires donc de Grande-Bretagne et qui eux aussi éprouvent des difficultés. On va les écouter tout de suite. Concrètement, ce qui a changé, c'est que je me souviens, ça m'a motivé justement d'accélérer ma demande de naturalisation française. Et puis dans un deuxième temps, je pense que même symboliquement, ça m'a un peu coupé de mes racines britanniques. Je me souviens au lendemain du vote, je me sentais vraiment découpé de mon pays parce que je ne comprenais absolument pas cette décision. J'étais quelqu'un qui commandait énormément de choses d'Angleterre, des magasins que j'aimais, des vêtements, etc. Et même je recevais pas mal de cadeaux et de choses de ma famille en Angleterre. Quand j'ai vu les frais de dédouanement, le TVA, etc., qui rajoutaient des frais supplémentaires sur ce que je recevais. C'est vrai que j'ai arrêté cela. Mon mari, il est français, et la pire chose pour moi, on ne peut plus aller vivre en Angleterre, sauf s'il a un job. Mes enfants ne peuvent plus aller en Angleterre pour faire les études, sauf si on paye une fortune. Et en plus, pour aller en vacances, mon mari, il a besoin d'un visa. Je suis toujours britannique, j'adore le Royaume-Uni, ça reste toujours un pays, mon pays natal. Mais le Brexit m'a rapproché aussi à la France. Parce que j'ai fait ma demande de naturalisation, je l'ai eue et j'en suis très heureuse. La fermeture définitive de Marks & Spencer. Pourquoi ? Parce que moi, je dépendais de Marks & Spencer pour les currys, la cuisine indienne importée. Vraiment, c'était une grande partie de ma vie. Pour moi, c'était vraiment l'heure du Brexit. Catherine, Mathieu, sait-on quel est l'impact économique de ces difficultés que rencontrent les Britanniques ? Alors, il y a plusieurs types d'études qui ont été réalisées pour évaluer l'impact du Brexit. Alors, on a toujours, en fait, en tant qu'économiste, on a du mal à reproduire exactement ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Brexit. Alors, les études qui regardent la performance de l'économie britannique par rapport à des économies qui avaient à peu près la même croissance avant le Brexit, en particulier les États-Unis, arrivent à un impact sur l'économie britannique qui serait compris entre moins 4% et moins 8% du PIB depuis 2016, ce qui est un chiffre important. Et puis, si on regarde les performances de l'économie britannique par rapport à ses principaux partenaires européens, à la France, à l'Allemagne, on voit que depuis 2016, l'économie britannique a eu la même croissance que nous. Donc, en fait, la réalité est probablement entre les deux. Et la réalité, en fait, dépend beaucoup des personnes ou des secteurs d'activité. Si vous étiez une petite entreprise qui exportait beaucoup vers l'Union européenne, vous vous êtes trouvé très pénalisé par le Brexit, la mise en place de procédures douanières, la mise en place de nouveaux contrôles réglementaires, c'est très difficile. Si vous étiez une grande entreprise qui exportait vers l'ensemble du monde, le Brexit n'a pas eu un impact important. Et pour les ménages, effectivement, ça dépend aussi. Si vous êtes un voyageur et que vous allez souvent dans l'Union européenne, naturellement, ça devient beaucoup plus difficile de franchir les frontières. C'était un des objectifs de ce Brexit et c'est ce que rappelaient les journalistes à l'instant dans le reportage. Et par contre, si vous êtes plus sédentaire, vous voyez moins cet impact-là. Donc l'un dans l'autre, en fait, il y a tout de même eu effectivement des secteurs sur le commerce extérieur qui ont été pénalisés par ce Brexit, sur l'investissement, surtout dans les premières années qui ont suivi le vote, parce que les entreprises ne savaient pas quels accords allaient être négociés avec l'Union européenne. Donc il y a eu un effet d'incertitude qui a vraiment
freiner les investissements des entreprises. Et depuis que l'accord commercial a été mis en place en 2021, on voit que les investissements britanniques reprennent à peu près au rythme qu'ils avaient avant le Brexit. Donc là, c'était probablement un effet temporaire. Catherine a raison quand elle parle de l'économie. Les petites entreprises ou les moyennes entreprises ont été les plus frappées. En revanche, et ça c'est souvent ce que disent, parce qu'il faut aussi donner le discours des gens qui sont pro-Brexit, Nigel Farage, etc. Ils disent, regardez, la City a résisté. Et c'est vrai, le boss du London Stock Exchange à l'époque, Xavier Rollet, prédisait une perte de 100 000 emplois dans la City. Ça n'a pas eu lieu. La City a résisté beaucoup mieux que prévu. Et en même temps, moi j'ai parlé avec un banquier qui me disait, oui, c'est vrai, la City va bien. Au niveau des services financiers, on s'en sort. Mais on oublie de dire que les banques ont dépensé énormément d'argent dans des études pour comprendre comment travailler sur le Brexit. On a quand même perdu des employés parce qu'il a fallu délocaliser des bureaux dans d'autres pays, à Paris, à Londres. Ça a joué un rôle. Mais c'est vrai que la City... donc en fait, ce qu'il me disait ce banquier, c'est que oui, la City a bien résisté, mais on aurait pu aller encore mieux s'il n'y avait pas eu le Brexit. Pourquoi la City a bien résisté aussi ? Parce qu'il y a des liens privilégiés avec les Américains. Pendant le reportage, donc, on est allé à Londres, on a rencontré des banquiers et il y a des grands groupes comme Morgan Stanley ou JP Morgan, je ne sais plus, qui sont en train de construire un nouveau siège en bordure de la City, mais à Londres pour leurs employés. Je veux dire, c'est un pays qui n'est pas en train de tomber. La City a résisté, mais dans d'autres parties du pays, et pour les petites et moyennes entreprises, c'est beaucoup plus compliqué dès qu'il faut exporter vers l'Europe. Oui, puis Allez-y. Oui, pardon. La City, effectivement, a su, enfin du moins avec l'aide de la Banque d'Angleterre et des autorités bancaires, déréglementer certains secteurs d'activité, donc ce qui a facilité, qui a renforcé les liens avec les États-Unis. Est-ce que Londres est devenu le Singapour de l'Europe ? Voilà, non, parce que justement. Tout le monde prédisait ça. Du côté des Brexiteurs, c'était un des objectifs de dire si on quitte l'Union européenne, on n'aura plus du tout à suivre toutes ces règles européennes et donc on pourra déréglementer énormément. Et en fait, non, la City est tout de même restée dans les accords de Bâle, mais a quand même essayé de déréglementer certains secteurs, ce qui fait que c'est attirant aujourd'hui pour les grands établissements bancaires internationaux de venir s'installer à la City. Et puis aussi, dans la City, on a vu le développement de beaucoup de services aux entreprises. Et ça, c'est incroyable, le dynamisme des services aux entreprises, des services juridiques, des services informatiques. Et il y a énormément d'emplois qui ont été créés dans la City, dans ces secteurs-là. Et on se retrouve aujourd'hui avec une économie britannique où on voit que d'un côté, du secteur des échanges de marchandises, ça va mal, on perd des parts de marché à l'exportation, mais du côté des services financiers et aux entreprises, tout semble aller très bien. Alors Catherine Mathieu, finalement, le Brexit, est-ce qu'il a affaibli ou alors il a renforcé l'attractivité du Royaume-Uni pour les investisseurs étrangers ? Quand on regarde les chiffres globaux d'investissement direct étranger, on voit que le Royaume-Uni est toujours resté attirant. C'est un pays qui attire plus aujourd'hui encore que la France ou que l'Allemagne et qui est en fait très loin derrière les États-Unis, qui sont le pays qui attire le plus d'investissements étrangers, et la Chine. Philippe Hutter, je viens vers vous. Boris Johnson avait donc souvent présenté le Brexit donc comme une opportunité de renaissance économique et géopolitique pour le Royaume-Uni. Est-ce que ça s'est concrétisé ? Non, absolument pas. Je vous donne un seul exemple. C'est ce fameux autobus rouge qui était garé devant des préfectures, dans des villages, dans les villes, qui était l'autobus rouge de Boris Johnson avec un slogan écrit sur le côté. Si nous quittons l'Union européenne, nous allons économiser 170 millions de livres par semaine. 350, voilà, 350 millions de livres par semaine. Cet argent, on peut l'investir dans les services de santé britanniques, dans les routes en Grande-Bretagne. Tout cet argent, on va économiser. C'est pas la peine qu'on continue de le donner à Bruxelles. Et bien, comme du saut, à la fin de la campagne de Brexit, ils se sont rendus compte que ce chiffre était un mensonge parce qu'ils avaient oublié de préciser qu'on avait un rebate, c'est-à-dire qu'on avait de l'argent qui nous était retourné aux Britanniques par l'Union européenne. Et donc le chiffre était à peu près presque 3 fois moins que le chiffre annoncé sur le côté de l'autobus. Donc Boris Johnson
à la fin de son mandat, il a resté 3 ans comme Premier ministre britannique, c'était quelqu'un qui est maintenant perçu comme un charlatan, surtout pas ceux qui n'aimaient pas Boris Johnson pour les soutiens, toujours ils aiment bien, mais quelqu'un qui a beaucoup menti sur le Brexit, sur le Covid, sur les fêtes dans le 10 Downing Street, donc il a perdu toute crédibilité. Et là, cette semaine, il y a une annonce qui était sortie par Boris Johnson en train de vanter les mérites de 10 ans du Brexit. Et les commentaires en bon, c'était Boris, c'est formidable, vous pouvez continuer à mentir, mais on ne vous croirait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le reportage aussi, on était à Boston et on interrogeait des gens dans la rue. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça vous inspire un peu la situation actuelle? Que pensez-vous des hommes politiques aujourd'hui, après toutes les promesses faites pendant le Brexit? Et un des messieurs m'a répondu, vous savez, nous, on n'y croyait pas aux promesses. On savait que c'était des mensonges, mais on voulait reprendre le contrôle. Au final, on n'a pas repris le contrôle et c'est pour ça qu'on est déçus. Et concernant Boris Johnson, le monsieur me disait, Boris Johnson est un idiot, mais c'est notre idiot. Il y a vraiment ça. Il y a on l'aimait bien, on l'appréciait et voilà, on voulait... Parce qu'il faisait rire les gens. Parce qu'il faisait rire, parce qu'il changeait. Et de toute façon, il y avait beaucoup de méfiance à l'égard du monde politique. Mais ce qu'il voulait, c'était quelque chose de clair, l'indépendance et reprendre le contrôle. Et ça n'a pas eu lieu quand même. Mais il y a juste une chose, je pense qu'il faut signer aussi, c'est qu'on avait touché tout à l'heure à cela, c'est que c'est les jeunes qui sont les plus grands perdants du Brexit. Et dans les deux sens, parce que nous, Britanniques, on est venus en France, on a réussi à s'installer, il n'y avait pas de problème, on avait la libre circulation. Les jeunes gens aujourd'hui qui étaient à la place de nous il y a quelques années ne peuvent plus faire cela. Ils ne peuvent plus venir en Europe faire leur vie parce que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour les Européens qui veulent aller à Londres pour apprendre l'anglais, etc., c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il n'y a pas la libre circulation. Et les gens disent aujourd'hui, c'est dommage, j'aurais bien aimé aller vivre à Londres un certain temps. Et je ne peux pas, parce que j'ai un durée de 3 mois, il faut que je revienne. Donc je dis, mais vous pouvez apprendre l'anglais, il fallait vivre en Irlande, vous allez à Dublin, là vous avez la libre circulation, vous pouvez apprendre l'anglais, vous pouvez vous y installer, il n'y a aucun problème. Donc je pense que les jeunes gens, vous l'avez dit tout à l'heure, sont pénalisés. Il y a beaucoup de personnes plus âgées qui ont voté pour le Brexit, comme du sort. Il y avait des amis en Angleterre que je connais. Leur grand-mère a voté pour le Brexit. Elle est décédée depuis. Elle a laissé cette corvée sur le dos de ses petits-enfants qui maintenant sont pénalisés parce qu'ils aimeraient même venir s'installer en Europe. Eh bien, ils ne peuvent pas. Une corvée, dit Philippe Turle, que cet héritage du Brexit. Catherine Mathieu, ce Brexit, il fragmente la population, la jeunesse. Est-ce que ça se ressent aussi en dimension économique ? Non, en dimension économique, je pense que tous les acteurs ont bien intégré les nouvelles règles du jeu, comment on peut échanger avec l'Union européenne, comment on échange avec le reste du monde. Je pense qu'aujourd'hui, la fragmentation, elle est vraiment au sein de la population britannique, effectivement, donc en particulier entre les jeunes et les moins jeunes, mais toujours aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, Clovis, entre les Brexiteurs et les Remainers. Et on voit bien, vous avez mentionné en début d'émission les sondages qui disent qu'aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs depuis de nombreux mois, une majorité de Britanniques serait favorable à revenir dans l'Union européenne. Mais quand on dit aux Britanniques, mais alors, si vous reveniez dans l'Union européenne, aux conditions actuelles d'entrer dans l'Union européenne, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour entrer dans l'Union européenne? Les Britanniques disent en grande majorité non. Il faut bien voir que les Britanniques, avant dans l'Union européenne, avaient un statut particulier. Ils avaient négocié le fait de ne jamais entrer dans la zone euro, donc de garder la livre sterling. La monnaie, c'est un élément important de la souveraineté des pays. Ils avaient négocié ce rabais dans le financement des budgets européens. Et en fait, en réalité, quand on regarde la construction, l'intégration du Royaume-Uni dans l'Union européenne, dès le début, dès 1973, il y avait des débats chez les Britanniques sur le fait, est-ce que c'était bien ou pas d'être dans l'Union européenne? Est-ce qu'on voulait aller vers une Europe fédérale? Ça, une majorité de Britanniques étaient opposés à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ce serait très difficile pour un gouvernement de relancer un référendum. Toutes ces questions-là, elles reviendraient. Et même aujourd'hui, si effectivement la population jeune est favorable à l'appartenance à l'Union européenne, on aurait toujours ces débats-là. Et c'est pour cela qu'aucun homme politique, en tout cas chez les travaillistes, aujourd'hui, n'ose
évoquer à court terme un nouveau référendum. Et le débat continue autour du Brexit. Clovis, vous étiez parti faire un billet retour justement sur les conséquences du Brexit. Vous avez pu interroger le maire de Boston, l'ancien maire de Boston, qui était un soutien de Nigel Farage, qui s'était qui avait porté en tout cas cette idée du Brexit, qui depuis s'est ravisé, qui a changé d'avis. Vous avez aussi interrogé l'un de ses proches qui lui reste un soutien du Brexit. On regarde tout de suite un extrait de ce reportage que vous avez réalisé avec Aurore Dupuis. Anton, lui, s'est éloigné de son mentor. Je regrette d'avoir fait confiance à Nigel Farage parce que j'appartenais à son ancien parti, UKIP. Je faisais campagne pour le Brexit chaque semaine en parlant avec les gens sur le marché. J'étais contre les frontières ouvertes, j'étais contre les lois européennes, j'étais contre une armée commune, j'étais contre beaucoup de choses, mais malheureusement, ça s'est retourné contre nous. Si le Brexit est un échec pour une majorité de Britanniques selon les sondages, certains gardent espoir. Bonjour jeune homme. Comme Kenneth, ami d'Anton et propriétaire d'un café typiquement anglais. On devrait être mieux intégré au commerce avec l'Europe. Le Brexit ne devrait pas affecter le commerce. Mais si la situation devient critique, vous savez, on a du fromage de brie fabriqué en Cornouailles et on fait du très bon vin pétillant qui pourrait remplacer le champagne. Tu peux me préparer un breakfast complet avec du pain blanc? Depuis 10 ans, la sortie de l'Union européenne anime les conversations. Comment était ton breakfast? J'ai dit breakfast, pas Brexit. Mon Brexit va mal. Oh, Brexit, Brexit. À chaque fois qu'on parle du Brexit, ça provoque des réactions fortes. C'est un sujet sensible. Pour Kenneth, la seule solution, c'est Reform UK et Farage Premier ministre. Regardez ces soi-disant bêtes politiques qui nous gouvernent. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi du Brexit. On a besoin de gens qui savent faire fonctionner des commerces, qui savent faire des deals, qui savent parler aux clients et comprennent les désirs et besoins des gens. C'est intéressant, ces deux témoignages qu'on a pu entendre. Clovis, Nigel Farage, homme providentiel pour certains encore aujourd'hui. Absolument, et ça rend fou d'autres personnes, peut-être sur ce plateau, certainement au Royaume-Uni. Pourquoi confier les rênes du pays à l'homme au visage du Brexit, celui qui a créé cette situation? Parce que Nigel Farage, il a vraiment porté la campagne pour le Brexit. En 2021, on était allé faire un reportage, billet retour déjà, quelques mois après qu'il soit entré en vigueur, et on avait eu la chance, le bonheur, de rencontrer Nigel Farage. À l'époque, il s'était retiré de la vie politique. Il animait une émission de télé sur une chaîne très conservatrice, JB News. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous pensez du Brexit? C'est pas en train de marcher. Et il m'avait répondu, mais vous savez, le Brexit, ça marche si c'est bien organisé, si on a ce Brexit dur. Les hommes politiques essayent trop de négocier. Il faut être très clair, il faut trouver des nouveaux partenariats. Nigel Farage, il a toujours joué sa partition. À l'époque, il s'était mis en retrait pour voir comment ça allait se passer, pour ensuite revenir sur le devant de la scène. Il est ensuite revenu en politique. Aujourd'hui, son parti Reform UK, son nouveau parti, parce qu'il en a fondé plusieurs quand même, Reform UK, 27% dans les sondages, selon les derniers sondages. Labour et les conservateurs à 18%. Vous imaginez? Alors oui, lors des récentes élections, on prédisait des victoires du Reform UK. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça montre qu'au Royaume-Uni, il y a véritablement un vent d'espoir, dans un sens, derrière Nigel Farage. Et honnêtement, j'ai été à Liverpool, à Blackpool, à Birmingham, un peu partout ces derniers mois, ou à la rencontre des Anglais et beaucoup de partisans de Nigel Farage. Beaucoup de gens qui sont férocement anti-immigration, férocement pro-britanniques, comme ils disent. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe là-bas, comme ici en France avec Marine Le Pen, comme en Italie avec Giorgia Meloni. Et souvent, ce qui se passe au Royaume-Uni arrive un peu plus tard en France. Philippe Turle, Nigel Farage, Reform UK, ils ont une réelle base. De quoi se nourrit cette formation politique aujourd'hui? De quelles problématiques? Alors,
En fait, ce qui est assez étonnant quand on considère la donne, c'est que quand vous regardez les sondages, est-ce que vous êtes pour ou contre un retour dans l'Union européenne? Vous avez une majorité des Britanniques qui sont pour un retour, comme disait Catherine tout à l'heure. Mais quand vous regardez les sondages, comme disait Clovis, pour la prochaine élection législative qui aura lieu en 2029, s'il y avait les élections aujourd'hui, c'est Nigel Farage, donc le fédéral du Brexit, et son parti Reform UK, qui gagnera, mais largement par rapport aux autres partis traditionnels, à savoir Labour et conservateurs qui sont toujours à 18% dans les sondages. Donc, pour moi, on dit long sur le fait que, est-ce que c'est un soutien pour Nigel Farage en bonne et due forme? Est-ce que c'est un rejet du Parti travailliste et de Keir Starmer, ce qui est certain parce que, vu la popularité de Keir Starmer jusqu'à son annonce de sa démission hier, il était à 18% de bonnes opinions. Les conservateurs, c'est à peu près la même chose. Ils ont été laminés par les 13 ans au pouvoir et puis les phrases de Boris Johnson et surtout Liz Truss. Donc, je pense qu'il y a des personnes, deux choses. D'abord, ils disent, nous ne voulons plus entendre parler ni de Labour ni des conservateurs, donc on va donner notre soutien à Nigel Farage. Et une autre notion, il est vrai que le Brexit aurait dû mieux marcher. On entend Nigel Farage qui dit toujours le Brexit, ça n'a pas été fait comme il aurait fallu faire. On a vu la une de la presse britannique aujourd'hui. Le Brexit, il faut vraiment un bon Brexit. Ça a été mal orchestré depuis 10 ans. On a besoin de quelqu'un de sérieux, à savoir Nigel Farage, qui va mettre un peu d'ordre tout ça. Essayons lui, parce qu'on n'a jamais essayé. Au moins, on le met au pouvoir. Et comme ça, le Brexit marchera bien. C'est exactement la même chose qu'on entend en France avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc, on n'a jamais essayé, on va tester. C'est vrai, il y a ça, mais il a raison, Philippe. On n'a jamais essayé le Nigel Farage, il faut y aller. Mais il y a aussi tout simplement la pauvreté, le niveau de vie. Oui. Il y a des gens qui ont énormément de problèmes pour boucler les fins de mois. On a une fracture de la société britannique aujourd'hui. En tout cas, il y a des pauvres et des riches. Et il y a des très pauvres au Royaume-Uni, ça c'est clair. Et des très riches dans la City. Il y a des classes moyennes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va parler à l'électorat de Nigel Farage, c'est beaucoup de gens qui ont du mal, qui ont l'impression que leur niveau de vie a chuté, a baissé, qui vivent moins bien que leurs parents et que leurs grands-parents. Enfin, en tout cas, que leurs parents, c'est sûr. Que leurs grands-parents, peut-être pas. Mais donc, il y a la question du niveau de vie, de la pauvreté. Ils ont envie d'essayer quelque chose qui va mieux les protéger, leur assurer un niveau de vie meilleur. Donc, oui, il y a un côté dégagiste, mais il y a aussi quelque chose de très pragmatique. On n'arrive pas à boucler les fins de mois. On veut essayer quelqu'un qui nous dit qu'il va nous aider. On a parlé d'un Brexit dur, vous en avez parlé Clovis et vous également Philippe Turle. Catherine Mathieu, l'économie au niveau de la croissance justement pour ces populations les plus précaires, les plus pauvres, que peut-on dire de ce qui s'est passé durant ces 10 premières années là après le Brexit ? Moi, je dirais qu'il y a un élément important qui s'est passé dans ces 10 années. Ça a été la revalorisation du salaire minimum qui a été mise en place par les conservateurs, par Theresa May, donc qui est devenue première ministre après la démission de David Cameron suite au résultat du référendum. Et de façon assez étonnante pour des conservateurs, cette revalorisation du salaire minimum a eu pour objectif d'amener le salaire minimum à 2/3 du salaire médian, ce qui est tout de même un chiffre important, surtout dans une économie britannique qui est très libérale par de nombreux aspects. Et donc ça, c'était un élément important de la politique sociale des conservateurs. Et on a eu, en termes de société, une baisse des taux de pauvreté chez les retraités, parce que les conservateurs ont aussi mis en place une politique de revalorisation des retraites du secteur public. Et le parent pauvre, je devrais dire plutôt l'enfant pauvre dans cette histoire, ce sont les enfants où on a eu un taux de pauvreté qui a augmenté depuis maintenant l'arrivée des conservateurs, et ça a continué jusqu'à une période récente. Donc il y a une pauvreté des enfants maintenant qui est très importante au Royaume-Uni. Et donc c'est vrai que le gouvernement travailliste, qui est arrivé au pouvoir en 2024 avec des objectifs qui auraient dû permettre de réduire les inégalités et la pauvreté, a commencé par prendre 2 mesures qui l'ont rendu très impopulaire, avec la suppression d'une allocation chauffage pour les retraités qui a été très mal perçue par les retraités, et puis avec un plafonnement des allocations familiales pour les familles de plus de 2 enfants. Et il a fallu des mois et des mois pour que Keir Starmer revienne sur cette question. Donc on voit bien qu'il y a des questions sociales qui sont importantes pour les Britanniques et qui n'ont pas évolué comme une majorité. Et la question du chauffage, c'est très important parce qu'après la guerre en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, le prix de l'électricité, de l'énergie a grimpé, mais à un niveau incroyable.
Et il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à payer leurs factures. Il y avait des gens qui allumaient leur four pour se chauffer. Non, mais c'est des vraies histoires. Hein. C'est pas un mythe. Et donc les gens ont eu beaucoup de mal. Moi, je me rappelle, on était allé faire une série de reportages sur l'austérité. Les pubs, parce qu'il y a des fermetures, des nombres de fermetures records de pubs. Aussi à cause du prix de l'énergie qui a grimpé, ils n'arrivaient pas à chauffer leur pub. Le prix de l'énergie, ça affecte tout. Hein. C'est pas que le chauffage, ça affecte les entreprises qui doivent tourner, etc. Et ça a eu un impact très fort. Alors ça, vous aurez peut-être la réponse. Moi, je suis pas sûr, mais je me demande si le fait de ne pas être dans l'Europe, ça a empêché le Royaume-Uni d'avoir des deals avec Paris sur le nucléaire, sur l'énergie, pour justement des échanges d'énergie dans des moments où Londres en avait vraiment besoin. Oui, non, en fait, les décisions qui ont été prises ont été vraiment prises au niveau des pays. Donc, par exemple, en France, on a mis très tôt en place un bouclier tarifaire qui a contenu la hausse des prix du gaz et de l'électricité. En Allemagne, c'est arrivé plus tardivement. Chaque pays a mis les mesures qu'il pensait être les bonnes. Et au Royaume-Uni, pendant de nombreux mois, la stratégie a été de dire, écoutez, il y a un marché qui fonctionne librement, hein, et donc le prix du gaz augmente, vous allez payer plus cher. Et le gouvernement n'est intervenu que tardivement pour freiner, plafonner cette hausse des prix de l'énergie. Mais est-ce que la situation a été mieux gérée s'ils avaient été dans l'Europe ? Il y a vraiment eu on regarde à l'intérieur de l'Union européenne, on voit que tous les pays ont mis en place, des politiques très différentes. Dans les pays d'Europe centrale, on n'a pas mis en place de bouclier tarifaire non plus. On a vu une très forte hausse des prix de l'énergie. Et aujourd'hui, peut-être par rapport au point important justement sur cette question des prix de l'énergie, du pouvoir d'achat, qui revient dans tous les éléments de la campagne et que Nigel Farage met en avant, eh bien malheureusement, il y a de mon point de vue, du côté de Nigel Farage, le fait de dire mais il faut arrêter avec cette lutte contre le changement climatique. Il faut relancer l'industrie de pétrole et de gaz en mer du Nord. Il faut abaisser les coûts de l'énergie. Il faut stopper toutes les mesures qu'on prend pour limiter les coûts de cette transition écologique. Et donc, derrière les arguments de Farage sur le pouvoir d'achat, on retrouve des éléments qu'on a aussi par d'autres partis d'extrême droite en Europe. Eh bien, sur l'énergie, on oublie la question du changement climatique. On souhaite aussi baisser les impôts. Il faut que les gens retrouvent du pouvoir d'achat en baissant les impôts. Mais évidemment, on ne répond pas à la question comment on va mettre en place ou remettre à niveau les services publics dont les gens ont besoin. Alors Philippe Talon, on a pas mal parlé là donc d'économie, les frontières aussi, il faut en parler, hein, puisque l'immigration, ça fait partie de ce qui fait l'un des sujets des gens qui restent pro-Brexit aujourd'hui. Oui, l'immigration, c'est le sujet qui fâche en Grande-Bretagne. Et pour une bonne partie de la population, ils ne comprennent pas que le Brexit n'a pas mis fin à l'immigration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant le Brexit, il y avait la libre circulation. Donc, toutes les personnes de l'Union européenne ou les gens qui étaient en Europe pouvaient venir librement en Grande-Bretagne et travailler et vice-versa. Donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de Polonais, par exemple, de Roumains qui venaient s'installer en Grande-Bretagne, qui faisaient les travaux que les Britanniques ne voulaient plus faire. Et toutes ces personnes-là sont, depuis le Brexit, pour une bonne partie, reparties dans leur pays. Et dans beaucoup de cas, ils disent, mais de toute manière, on est mieux en Europe parce que par rapport au livre sterling et l'euro, on gagne mieux notre vie avec l'euro qu'on le faisait avec la livre sterling. Donc, ça a mené à une pénurie de personnes pour venir travailler en Grande-Bretagne. À un tel moment, que dans certaines fermes, il n'y avait pas les travailleurs nécessaires pour cueillir les fruits et les légumes qui restaient sur les arbres en train de pourrir. Donc ça c'est une fait. Le problème, c'est qu'il y a confusion entre la libre circulation, les Européens qui venaient en Grande-Bretagne travailler et vice-versa, et l'immigration illégale, à savoir les migrants qui étaient amassés à Calais dans le jungle, qui voulaient traverser la Manche. De toute manière, Brexit ou pas Brexit, la migration illégale, les migrants, ils continuent à venir parce qu'ils se fichent des frontières. Donc, il y a eu des efforts entre la Grande-Bretagne et la France d'y mettre fin avec beaucoup de mesures, de petites mesures qui n'ont pas vraiment eu les effets escomptés. Beaucoup de critiques des Britanniques vis-à-vis des Français en disant c'est la faute des Français font rien, les migrants continuent à venir et même les Français encouragent les migrants à aller en Angleterre parce qu'ils ne veulent plus les garder en France. Mais le fait est que 10 ans plus tard, le nombre de migrants a presque doublé par rapport au moment du Brexit et les gens ne comprennent pas. On a voté pour le Brexit pour
reprendre le contrôle de nos frontières, et bien finalement, c'est pire. Clovis, donc le Brexit et la question migratoire, elle reste épineuse. Est-ce que ça a conduit finalement derrière à l'émergence d'autres mouvements eurosceptiques en Europe ? En Europe, je ne sais pas, mais juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, et c'est très important, en effet, il y a moins d'Européens qui viennent travailler dans les fermes. Ils sont remplacés notamment par des Kenyans, par des gens qui viennent de pays non européens, parce que pour pallier à ce manque de main-d'œuvre, Londres a dû négocier avec des pays non européens des accords pour faire venir des travailleurs 6 mois dans l'année pour justement pallier à ce manque de main-d'œuvre. Et donc, vous avez des gens qui ont voté pour le Brexit qui disent attendez, on a voté pour réduire l'immigration et maintenant on a peut-être moins de Polonais, on a plus de Kenyans. Oui, parce que merci à tous les trois, c'est la fin de ce débat qui était très intéressant. Merci à vous. On reste sur France 24 dans un instant, parlons-en, continue. Le débat était...